réfléchissez à cette même problématique pour voir un petit peu, d'autant plus qu'au Maroc, comme on le sait, si en France vous avez 100% des jeunes qui sont à l'école et qui finissent en règle générale l'école à l'âge de 16 ans et ils vont au-delà, un grand nombre au-delà comme j'ai expliqué, au Maroc il y a un grand nombre de jeunes, que ce soit au Maroc et dans d'autres pays, que ce soit le Mexique par exemple qui est un pays de l'OCDE, il y a seulement 60% des jeunes au Mexique qui ont accès à l'école secondaire du deuxième niveau. 60%. Donc il y a 40% de jeunes qui sont dans la campagne ou dans la région. Donc voilà la problématique. Les clés de succès scolaire, c'est vaincre l'échec et l'abandon scolaire. C'est ce qu'il faut faire. Et les avantages économiques pour la société et pour les individus sont absolument, les bénéfices sont absolument considérables. On s'étonne, tous les experts de l'éducation que je connais dans le monde, et j'en connais un grand nombre, tous s'étonnent qu'on ne fasse pas cet investissement. Et la raison pour laquelle on ne fait pas cet investissement, c'est que l'éducation coûte déjà très cher. Si vous ne prenez pas en compte les dépenses de défense, le budget de l'éducation est, dans tous les cas, dans tous les pays, le premier budget de l'État. Et le ministère de l'Éducation est souvent le premier employeur. En France, il y a 1 100 000 personnes qui travaillent au ministère de l'Éducation. C'est le premier budget, le premier employeur de l'État. Donc on se dit, on dépense déjà tellement, 6% du PIB, on dépense tellement, est-ce qu'on peut dépenser davantage? Et si on le dépense davantage, ce sera au dépend de quelque chose d'autre. Parce que ça sera au dépend de la sécurité, au dépend de la santé, au dépend de l'éclairage public, au dépend du transport, etc., etc. Donc ce sont des choix politiques qui sont très délicats. Mais il reste que la mathématique, l'arithmétique, comme dit Bill Clinton, est simple, est stupide. Elle est très simple, cette arithmétique. Peut-être qu'elle n'est pas suffisamment connue, mais elle est très très simple. Alors, passons maintenant, si vous voulez, aux performances des pays. Comme je l'ai indiqué, les performances des pays sont mesurées par le fameux rapport PISA. Un mot dessus, il y a 75 pays maintenant qui font ce test PISA. Il s'agit de choisir dans les pays qui font ce test 150 écoles au hasard. Et dans ces 150 écoles, 30 élèves au hasard qui ont entre 15 et 16 ans. Et ils passent un test standardisé qui est le même dans les 75 pays dans le monde. À terme, il y aura peut-être 80-90 pays dans le monde qui sont là. Donc on peut faire des comparaisons très simples et assez élémentaires pour voir quels sont les pays les plus performants et les pays les moins performants. Vous avez dans cette échelle, les pays les plus performants sont au sommet. Donc vous avez Shanghai, c'est pour ça que je vais vous donner une petite photographie de Shanghai pour un petit peu un clin d'œil. Et vous voyez tout de suite que... Oui, une question? Ça pose déjà un problème dans la mesure où tous les programmes, tous les cycles d'apprentissage, les rythmes d'apprentissage des élèves, les contenus, les méthodes pédagogiques, enfin, toute cette mécanique qu'on appelle l'éducation est différente d'un pays à l'autre. Alors comment peut-on comparer sur des tests des jeunes d'un même âge venus de systèmes entièrement différents? C'est la première question. Voilà. Et ça me choque un peu, quoi, hein. Et la deuxième question, c'est de me savoir qui rédige ces tests, quels sont les types de questions qu'on pose. Est-ce qu'on pose la même question à un jeune français, un jeune de Corée ou un jeune du Maroc? Alors la réponse à la deuxième question est oui, c'est le même test qui est posé à tous les élèves et introduit. L'idée, et c'est pour ça que PISA a eu un grand succès, c'est qu'il n'est pas fondé sur les programmes. Vous avez 3 matières qui sont la littératie, c'est-à-dire la connaissance et la compréhension de l'écrit. Le deuxième, c'est l'arithmétique, et le troisième, c'est la science. Et l'idée, c'est de poser des questions qui tentent de mesurer le bagage que dans un monde globalisé, on imagine que les jeunes de l'âge de 15-16 ans doivent posséder, quel que soit le système éducatif et quel que soit le pays dans lequel ils font leurs études. C'est ça l'idée. Ça paraît être un système un peu pervers, hein. Est-ce que on a convaincu 75 pays pour l'instant, et il y a encore 15 pays qui voudraient faire partie du système. Et ça représente, ces pays représentent plus de 90% du produit national brut dans le monde, donc je ne pense pas que ce soit un système très pervers. Je vous rassure tout de suite, s'il y a une question, par exemple, qui porte sur la connaissance des règles du cricket, moi-même, je ne pourrais pas répondre. Mais cette question, elle est éliminée
Parce que vous avez, les propositions sont faites par les pays membres de l'OCDE, les 34 pays membres de l'OCDE, vous avez des experts, des psychologues, des experts d'éducation, etc., et qui font des propositions, des items, on appelle ça des items, qui font des propositions. Il y a un seul pays qui refuse l'item, l'item refuse. Il faut qu'il y ait l'unanimité pour accepter l'item. Parce que l'unanimité, pour que les gens pensent que de fait, c'est le minimum de connaissances qu'un jeune de 15-16 ans doit avoir dans son bagage intellectuel et de compétences pour être à même d'être un citoyen du monde. Je vais vous donner un exemple. Vous quittez le Maroc, vous allez en France, je vous donne une certaine somme d'argent, 1000 dirhams, vous partez en France, je vous donne le taux de change entre le dirham et l'euro. Vous dépensez 50% de cette somme en France, vous allez ensuite de ça en Grande-Bretagne, je vous donne le taux de change entre les deux monnaies, vous dépensez 50% en Grande-Bretagne et vous revenez au Maroc, et je vous donne à nouveau le taux de change entre les deux monnaies, et la question c'est combien vous restez libre. C'est pareil, très très simple, mais quand même il faut avoir un maniement de certaines connaissances en mathématiques qui sont essentielles, et à l'unanimité, les experts du monde entier qui sont là, 75 pays, considèrent que ce sont des connaissances qu'un jeune de 15-16 ans doit posséder. Certains pays possèdent mieux ces connaissances que d'autres, ils ont de meilleurs résultats, et c'est absolument pas fondé sur le programme. Donc vous n'allez pas savoir le théorème de Pythagore, on ne va pas vous savoir, dites quel est le théorème de Pythagore, et il faut appliquer le théorème de Pythagore. Ça n'a rien à voir. Et le succès de ce programme tient justement que ce n'est pas fondé sur le programme, et que c'est tout à fait universel. Une autre question. Basée seulement sur le savoir, on prend en considération le savoir-faire et le savoir-être, parce que l'essentiel, c'est pas seulement le savoir, c'est le savoir-être qui est sur surtout pas le programme. Oui, mais là, on rentre dans un domaine qui est très difficile à mesurer, parce que le savoir-être, comment le mesurer et le tester. Par exemple, si je vous dis que, à mon sens, une des qualités intrinsèques de l'être humain, c'est la tolérance, je peux vous enseigner la tolérance, rien ne me dit que vous serez tolérant demain. Selon le critère, et comment mesurer, comment puis-je mesurer si vous êtes tolérant ou pas? Vous allez répondre à la question en disant, bien sûr, je suis tolérant. Mais je ne pense pas que vous êtes, évidemment, peut-être que vous êtes tolérant, mais si vous n'êtes pas tolérant, vous pourrez répondre à côté de la question. Donc ce sont des questions très difficiles. Non, la tolérance selon ma culture, la tolérance selon mes valeurs. C'est-à-dire selon la culture, c'est dans laquelle. Oui, bien sûr, mais à ce moment-là, ce n'est pas comparable, parce que la culture que vous avez dans votre Maroc est différente de la petite culture que vous avez en France ou aux États-Unis. On va poser des questions après. Question de alors, j'avance. Ce sont des bonnes questions, mais peut-être que ça n'intéresse pas forcément l'ensemble de la classe. Gardons ces questions pour après. Je peux passer des heures avec vous. Le sujet me passionnne, je peux passer tout le temps que vous voulez avec vous pour venir à vous. Plus de questions, on a dit? Non. Le débat pour après. La conférence, débat, c'est bon. À la fin, il y a le conseiller culturel parmi il a l'engagement. Bon, on prend une dernière question et après j'avance. Oui, monsieur, allez-y. Quels sont à votre... Je vous entends pas, excusez-moi. Moi, je m'intéresse au classement de la France, parce que nous sommes concernés par le système français. D'accord. Moi, j'ai vu la France qui était un peu mal classée par rapport aux autres pays. À votre avis, quelles sont les causes qui ont classé la France en stable? Alors, quelques mots d'abord sur ce classement. Je répondrai à votre question ensuite, monsieur, parce que je ne vais pas l'esquiver, absolument pas, toujours en ça. Ce que l'on remarque tout de suite, bien entendu, c'est qu'il y a en quelque sorte un modèle asiatique, parce que les pays asiatiques sont dans la botte, sont dans les meilleures places, comme vous avez pu le remarquer. On remarque malgré tout qu'il n'y a pas de modèle nordique, comme certains l'ont pensé. Le Danemark, la Suède, la Finlande, la Norvège sont dans des positions totalement disparates. De même qu'il n'y a pas un modèle anglo-saxon, parce qu'on nous avait dit que peut-être que les items de PISA étaient un petit peu trop anglo-saxons, mais il n'y a pas de modèle anglo-saxon. On voit bien qu'il y a une très grande différence entre les pays, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, sont dans des classes totalement différentes. Et on voit bien que les premiers de la classe ne sont pas des pays anglo-saxons, loin s'en faut, bien entendu. Alors la position de la France est intermédiaire, puisque nous sommes juste à 500. La première chose que vous pouvez remarquer, c'est l'étonnement. C'est que vous dites, si la moyenne est 500 et que le meilleur a 550, il a 10% en plus, donc il a 11 sur 20.
Et le moins bon dans le classement, c'est le Mexique, qui est à 425, il a l'équivalent de 8 sur 20. Donc, entre 8 et 11, il n'y a pas une très grande différence. Et ce qui fait la très grande différence, c'est 40 points dans PISA, ça représente une année d'éducation. Vous regardez le score de la France, qui est à 496, je réponds à votre question. Le score de la Finlande est à 536, il y a 40 points d'écart. Il faudrait donner en moyenne une année d'éducation en plus à tous les jeunes Français, donc, comme je l'ai indiqué, 150 milliards d'euros, pour arriver au même résultat que la Finlande. Donc vous voyez que les écarts, même s'ils sont en pourcentage qui ne sont pas très importants, en réalité, ils sont considérables. Vous remarquerez bien entendu la position de l'Italie, la position de l'Autriche, la position des États-Unis qui sont assez médiocres, c'est le moins qu'on puisse dire. L'écart type est de 100 pour ceux qui font des statistiques. Le maximum n'est pas de 1000, mais il est de 900, puisque les meilleurs scores sont quelque chose comme le 100, qui correspond à peu près à 18 sur 20 dans la notation que nous utilisons. Pour ce qui concerne la France, pour quelles raisons nous avons de mauvais résultats? Pour deux raisons. La première, c'est que nous avons une élite qui est relativement insuffisante par rapport aux meilleurs, par rapport à ceux qui ont les meilleurs scores, ceux qui sont en haut de la pyramide, comme vous le voyez. Et deuxièmement, on a un très grand nombre de jeunes qui sont en échec. Et en conséquence de quoi, il faut qu'on aborde le problème en France par les deux bouts, améliorer le nombre de jeunes qui réussissent particulièrement, et augmenter et diminuer le nombre de jeunes qui sont en grande difficulté. Donc ça, c'est sur le niveau de qualité de PISA. Comme vous pouvez le voir, les résultats sont quand même relativement intéressants et inattendus. Comme je l'ai indiqué, vous avez Shanghai China qui est le premier de la classe. Alors on va me dire, Shanghai c'est une ville, oui certes, mais enfin c'est 30 millions d'individus. Il n'y a pas qu'une ville, il y a aussi tout un développement rural qui est relativement important autour de la ville. C'est 6 fois la Finlande, 6 fois la Norvège, donc c'est quand même pas mince, c'est pas une mince affaire. C'est un petit peu plus important que le Luxembourg et que l'Islande, il y a 200 000 personnes en Islande, ils sont dans le classement. Mais ce que l'on remarque est intéressant, si vous regardez cette photographie avec attention, regardez d'abord la position des jeunes, les mains sous la table, regardez l'ordre qu'il y a sur leur bureau, regardez les uniformes, regardez ce qu'ils regardent tous, bien sûr le maître, le silence, l'attention et la concentration qu'il y a dans le regard de ces élèves. Vous voyez que la moitié de la classe, donc il y a à peu près 45 élèves. Est-ce que vous pouvez imaginer quelque chose de semblable dans votre pays? En tout cas, pour ce qui concerne la France, c'est absolument impossible. Le retour à l'uniforme, le retour à l'ordre, les mains sous le bureau, les cahiers qui sont particulièrement bien rangés, et les stylos qui sont particulièrement bien rangés, etc., c'est quelque chose qui est absolument impossible. C'est un des éléments, c'est pas le seul, mais c'est un des éléments du succès de ces pays-là. En plus de ça, on apprend énormément de choses par cœur. Et contrairement à ce que l'on a pu penser pendant longtemps, l'apprentissage par cœur est un enseignement qui est particulièrement bénéfique, parce que tout le monde apprend. Et ce que l'on apprend par cœur lorsqu'on est jeune, on le conserve, comme vous le savez, comme les poésies que vous avez apprises votre vie. Vous le conservez tout au long de votre vie. Donc c'est un enseignement qui est particulier. En plus de ça, vous avez tous entendu parler de cette fameuse Tiger Mother, hein, les mères qui poussent à fond les petits en leur donnant en plus des heures de cours qu'ils ont à l'école, des heures de rattrapage, des heures de petits cours, des heures de tutorage, du tutoring tout au long de la journée, et qui se terminent parfois à 11 heures ou minuit le soir, en plus des activités sportives, éducatives durant le week-end. On en est loin d'un tel système, et je ne pense pas que c'est un système que l'on envie, ce n'est pas un système qu'on veut mettre en œuvre chez nous, donc on doit trouver d'autres moyens, d'autres clés de la réussite que cela. C'est ça qui est important. Et ce système-là que vous retrouvez en Corée, que vous retrouvez au Japon, que vous retrouvez en Inde, que vous retrouvez aux Philippines, ce n'est pas un système que nous voulons introduire dans notre pays. Dans cette très forte concurrence, en plus de ça, qu'il y a entre les jeunes. Alors, PISA nous